Bonjour à tous, donc moi je suis cofondateur et président de SmartHub, qui est un opérateur d'appartements connectés pour les maîtres d'ouvrage immobiliers, principalement les promoteurs. Et nous avons initié depuis mars un produit blockchain dans la société, la plateforme HAB, HAB, plus d'informations sur hab.global, qui se veut la boîte noire des objets connectés, des smart buildings et des smart cities. C'est-à-dire comment on va collecter des données sensibles, par exemple les données d'un détecteur de fumée ou les données d'un détecteur de fuite d'eau, et les mettre dans la blockchain pour préserver l'intégrité de la donnée. Donc c'est un sujet qu'on va aborder lors de notre débat, qui est qu'une des fonctions de la blockchain, c'est de stocker des données de façon immutable, immuable et transparente. Et puis la deuxième fonction, c'est une fonction de cryptage qui permet aussi de faire qu'on va pouvoir décider qui peut voir ces données et comment il peut les voir. Voilà, à quel titre nous sommes là aujourd'hui. Bonjour, Hervé Moine. Donc, je suis le consultant du panel. Donc, j'ai une entreprise de conseil spécialisée dans l'immobilier, de 80 consultants, et nous travaillons aujourd'hui pour 20% de nos chiffres d'affaires sur les questions du digital et de l'immobilier. Et nous travaillons depuis 3 ans sur les questions de la blockchain et de ses utilisations au sein de l'immobilier. Bonsoir à tous, je m'appelle Guillaume Perrodin et je suis cofondateur de Cement. Cement, en fait, c'est une plateforme à la destination des syndicats de copropriété et des bailleurs sociaux pour les accompagner, en tout cas dans le pilotage de leur patrimoine, et pour proposer aussi une solution aux occupants, aux copropriétaires, mais aussi locataires, pour interagir et pour avoir aussi une approche un peu plus pédagogique, donc rendre accessible la gestion immobilière. Et nous, par rapport à la blockchain, effectivement, on n'est pas tombé dedans quand on était petit, comme certains peuvent le dire, mais on est tombé dessus quand on a vraiment cherché une solution à comment on pouvait favoriser, en tout cas, ou relancer l'envie d'aller en assemblée générale des copropriétés. Bonsoir à tous. Si vous avez fait une conférence dans cette salle, vous savez très bien que je ne suis pas à proprement parler l'experte de la blockchain. Je suis là en tant qu'observatrice du marché américain. Je suis consultante indépendante, j'habite en Floride. J'ai créé Immopinion, qui est une étude française auprès des professionnels de l'immobilier en France, mais je le fais avec ce recul et avec cette vision imprégnée des connaissances du marché américain. Bonsoir à tous, c'est Pierre Tissot, je suis directeur du numérique du Conseil supérieur du notariat, donc en charge d'élaborer la stratégie numérique notamment du notariat et en charge de l'innovation au sein du notariat. Et donc sans surprise, on s'est préoccupé de la blockchain, notamment pour la démystifier vis-à-vis des notaires. Elle n'a pas vocation à les remplacer, par contre elle peut nous être utile, on aura l'occasion de revenir. Merci à tous. Alors évidemment, une vision complète par rapport à ce sujet qui demande évidemment beaucoup de questions. Je voudrais qu'on s'interroge justement sur ce que ça peut changer dans nos métiers de tous les jours, de mettre en place justement des systèmes qui peuvent paraître pour certains d'entre nous, d'entre vous, un peu complexes. Doit-on voir ça comme une contrainte, au contraire comme un avantage? Qui veut commencer? Hervé? Alors, je vais commencer, je vais demander à l'assistance qui connaît précisément et dans le détail le TCIP. Levez la main, les gens qui connaissent dans le détail le protocole TCIP. TCP/IP. Très bien. Tu as une ou deux on a deux personnes à peu près, voilà. Voilà. C'est ce qui vous permet de faire les échanges de mails et tout l'Internet de base aujourd'hui que vous connaissez dans le sujet. Et donc je voulais vous dire que la blockchain, c'est comme le TCP, c'est-à-dire que c'est une technologie, c'est des protocoles, on ne va pas rentrer dans le détail de ces protocoles, mais c'est une technologie qui permettra à l'Internet d'avoir une nouvelle voie. C'est une technologie qui est basée pour pouvoir faire facilement des transactions, en particulier des transactions monétaires ou des transactions de valeur, tous les endroits où il y a une notion de valeur qui est importante. Alors ça peut être une valeur de contrat, ça peut être une valeur d'acte notarié, ça peut être une valeur de données, mais donc la blockchain est inventée pour pouvoir faire ces transactions de manière sécurisée. Et donc à un certain nombre de valeurs, je pense, qui vont être repris et d'intérêts qui vont être repris par les présentations concrètes qui sont faites, qui sont ça permet d'avoir une confiance numérique et une absence de besoin d'un tiers de confiance, donc de pouvoir générer ou de conforter le rôle d'un tiers de confiance. On pourra préciser ce point sur les aspects notariaux. Ça ne va pas supprimer le métier du notaire, loin de là. Donc vous avez ça, il y a le caractère qui a été évoqué d'immutabilité, c'est-à-dire que la blockchain permet d'avoir une trace qui reste tout le temps dans le temps des
transactions. Donc ça permet aussi cette sécurité des données. Ça permet aussi donc, de personnaliser l'usage des données, qui a été évoqué. Ça permet aussi, et ça permettra aussi de traiter le problème des micro-paiements, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chiffres toujours avancent, mais on va avoir 50, 100, 200 millions d'IoT, d'équipements qui vont devoir se causer, qui vont devoir échanger de la donnée, qui vont vendre. Donc vous aurez une voiture électrique qui ira dans une station et qui achètera de l'électricité pendant qu'elle paye, la voiture paiera, il faudra pouvoir faire cette transaction. Et donc tous ces micro-paiements sont facilités par la blockchain. Et donc j'arrêterai là, je vais laisser. Voilà, c'est ça que ça sert la blockchain, et en particulier dans l'immobilier, on voit et on verra que ça a un rôle important dans tout ce qui va être la transaction et comment on assure une solidité, ou on conforte une solidité de transaction. Ça va être dans toute la gestion des données, et on sait bien qu'aujourd'hui, la donnée, c'est un futur or noir de l'immobilier. Ça permettra aussi de mettre en place de nouveaux types de financement. Il y a un certain nombre d'opérations, en particulier aux États-Unis, qui sont menées sur le sujet, qui va être permis par la blockchain. Il y a deux mots qui reviennent souvent, hein, c'est la sécurité, la confiance, ça c'est important, et renforcer finalement la compétence des utilisateurs, justement pour ne pas enlever le savoir-faire, mais rajouter de la compétence supplémentaire. Oui, on n'a pas parlé de la décentralisation. Et de la décentralisation, oui, c'est un lapsus révélateur sur ce sujet. Je ne suis pas sûr que ce sera aussi décentralisé à terme. Mais tout à fait, c'est comme on dit aujourd'hui que l'intelligence artificielle, si on en parlait, ça permet d'augmenter les compétences. La blockchain va permettre d'augmenter pour les acteurs la confiance qu'ils peuvent donner dans les travailleurs. Ça permettra aux notaires d'avoir une confiance augmentée, ça permettra à une AG de copropriétaires d'avoir une confiance augmentée. Alors justement, ça, j'aimerais qu'on s'attarde sur ce sujet parce que ça parle à beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, par rapport à la confiance sur les assemblées générales, etc. En quoi aujourd'hui on va pouvoir donner de la visibilité? En fait, nous, quand on a créé la plateforme, on a déjà identifié que l'Assemblée générale était vraiment une problématique qui concernait tout le monde, mais que ça soit aussi bien l'organisateur, donc le syndic, que les différents occupants, avec notamment un désengagement qui est de plus en plus présent, c'est-à-dire qu'effectivement les gens ne viennent plus, ils en font une et ne viennent plus. Et au final, on se retrouve avec des problèmes de représentativité lors d'une assemblée générale. Et donc nous, comment on l'a traité, c'est-à-dire qu'il faut lutter d'une part contre la disponibilité, donc là, pour ça, effectivement, nous, on a essayé de proposer d'étaler en tout cas une assemblée générale du lundi matin au vendredi pour laisser 5 jours en tout cas aux copropriétaires pour voter aux résolutions que propose le syndic. Mais surtout, ce qui était important, et pourquoi la blockchain là, c'est qu'on se retrouve en assemblée générale avec un éventail de copropriétaires, et tous peut-être avec des intérêts différents. Un patrimonial, quelqu'un qui veut faire une plus-value, quelqu'un qui va mettre un locataire, on a tous des intérêts divergents. Et là, l'idée, effectivement, c'était de dire, maintenant, il me faut, moi, à la fin, donc déjà essayer d'aller chercher une plus grosse majorité, mais surtout que ce qui va résulter de cette consultation, il soit totalement immuable. C'est-à-dire qu'il soit à un moment, on a clôturé un vote, il ne pourra pas être remis en question, il ne pourra pas être modifié, ce qui arrive, malheureusement, il y a des cas, ça s'est déjà présenté sur le marché, ça crée vraiment de la défiance en plus entre les différentes personnes. Il y a ce problème de procuration aussi, on donne une procuration à quelqu'un, vous n'êtes pas sûr de savoir pour qui il a voté, et en fait, la solution blockchain pour nous nous a paru en tout cas évidente, c'est-à-dire que quelle est la solution qui permet en ce moment d'avoir quelque chose qui paraît immuable et surtout qui peut être en plus récupéré et tracé pour d'autres opérations, parce que l'AG va être notamment utile, je pense au notaire en cas d'un acte notarié. Donc c'est des choses, pour nous ça nous a paru être la solution en tout cas qui était la plus évidente. Les décisions se sont prises en tout cas très rapidement, on n'a pas... Oui, justement par rapport à ça, est-ce que c'est facile à prendre comme décision, parce qu'on parle quand même de bouleversement, de changement, etc. Est-ce que ça c'est facile à appliquer ou pas? C'est un débat avec mon associé, les équipes, on regarde aussi ce qui se passe sur le marché. Oui, Est-ce qu'on peut comparer facilement ou est-ce que ça reste difficile? Non, je ne sais pas comment vous l'expliquer en fait, parce que voilà, on peut vous sortir un PDF, mais il manquait vraiment, il y a quelque chose, il y a ce tiers de confiance, cette personne, cette solution qui permet vraiment d'avoir l'adhésion de tout le monde. Et là, clairement, la décision s'est faite comme ça, parce qu'on a vu effectivement des cas de vente immobilière, on a vu des
cas effectivement sur d'autres marchés, pourquoi, j'ai envie de dire, pourquoi pas nous et pourquoi pas sur cette expérimentation? Ça devient une évidence de travail finalement. Maintenant, oui, et encore plus depuis qu'on a préparé la réunion et qu'on a débattu ce midi et que je me dis, effectivement, on est en mode exploratoire et qu'il y a énormément d'autres possibilités derrière, en tout cas, qui vont s'offrir à nous. Godefroy? Non, je pense que je voulais réinsister sur ce qu'a dit Hervé, sur le fait que la blockchain, c'est une infrastructure, et c'est une infrastructure qui vient rajouter un nouveau chapitre à la transformation numérique. On a eu TCP/IP, on a eu le web, on a eu le peer-to-peer, on a eu le DNS, il y a tout un tas de chapitres où on est venu rajouter des infrastructures avec des acronymes qui ne veulent rien dire. Si je vous dis DNS, ça ne vous dit rien. Si je vous dis ce que vous savez, vous connaissez les adresses d'un site web, vous connaissez, il y en a 500 millions. Donc à chaque fois, on a un truc très technique et qui vient apporter et massifier des nouveaux usages. Et la blockchain, c'est un énorme chapitre. Ça va changer le monde, ça va changer les rapports sociaux, ça va apporter un élément nouveau qui était comment on arrive à effectivement mettre plus de confiance dans les interactions entre les participants sur du numérique et de l'informatique. Donc c'est une révolution, ce qui veut dire que, comme à chaque fois, comme quand on a eu le début de l'Internet, le web, et ça, le mobile, il ne faut pas se dire on va voir, il faut tout de suite y aller, il faut essayer de comprendre, il faut lire un peu des bouquins, il faut essayer, il faut acheter un Ethereum ou un dixième de Bitcoin et avoir un portefeuille cryptographique pour apprendre, il faut s'y mettre. Et après, donc le sujet, c'est dans l'immobilier. L'immobilier marche bien parce que l'immobilier, c'est des interactions entre des acteurs qui souvent ne se font pas confiance, le plus souvent contractualisent lourdement leur relation, donc avec des contrats qui font un acte notarié. Aujourd'hui, il fait avec les annexes sur les tremblements de terre, les inondations, les thermites, machin, de 200 pages. Donc tout est juridique, tout est transactionnel et on ne se fait pas toujours confiance, il faut aller vite. La blockchain, c'est formidable. Donc on voit des cas d'usage dans la tokenisation des assets, c'est-à-dire comment rendre les actifs plus liquides. On va les adosser à des jetons cryptographiques et on va pouvoir s'échanger des morceaux d'actifs immobiliers. On voit des exemples dans des plateformes, donc là, on a eu un exemple avec les assemblées générales, mais il y en a plein d'autres, sur des modalités de contractuels qu'on va écrire dans la blockchain. Et à chaque fois, l'idée, c'est simplifier, alléger, augmenter la confiance entre les acteurs, donc augmenter leur productivité, donc réduire leurs frais de contentieux et leurs frais juridiques. C'est ça qui est en train de se passer. Et donc après, chacun dans son métier doit se dire la blockchain ne va pas remplacer mon métier, mais comment la blockchain peut améliorer mon métier. C'est ça, on travaille mieux avec de nouveaux outils, on perd moins de temps et on est plus efficace. C'est ça. Et après, on parle bien ici de la blockchain, on ne parle pas du Bitcoin, c'est-à-dire qu'il faut bien faire attention qu'on parle d'une technologie. Il y a des blockchains, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de blockchains qui fonctionnent sur le même mécanisme. Ça n'a rien à voir avec les crypto-monnaies. On est bien d'accord que c'est le modèle moins cher. Et un effet prix. Plus accessible financièrement. À la fois un effet prix et un effet monde. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, typiquement, quand on cherche des financements aujourd'hui en ICO, on va chercher en Chine, au Japon, en Europe, aux États-Unis, et c'est logique qu'on passe par ces biais de mondialisation. Donc il y a cette notion de baisse de coût, et cette notion aussi de mondialisation. Isabelle Briard, vous vouliez rajouter? Oui, un commentaire du point de vue des États-Unis toujours. Donc les startups dans la blockchain immobilière se développent. Il existe aujourd'hui des vraies réalisations depuis environ 2 ans, des transactions qui ont lieu dans la blockchain, un agent immobilier qui se fait payer sa commission en crypto-monnaie. Donc on peut les lister, il y en a plein, mais on ne va pas le faire là. Ce que je voulais dire, c'est qu'au démarrage, quand on a commencé à parler blockchain, dès que vous parlez d'échange de données entre individus sécurisés, transparents, tout de suite, ça a commencé par faire peur aux professionnels en se disant on va nous remplacer. Encore une disruption, on aime bien ce mot-là, quelque chose qui va nous remplacer. Mais très vite, cette menace-là, elle a été transformée par une opportunité. Il faut vraiment voir la blockchain comme une technologie, une révolution technologique au service aussi du professionnel. On parle notamment donc, de ces gains de productivité ou d'efficacité. Il y a d'autres aspects, je le cite là puisque j'ai le micro et la parole. Aux États-Unis, par exemple, il y a une vraie explosion de la fraude au virement. Rien que pour l'année dernière, le FBI a recensé 969 millions de dollars qui ont failli être détournés sur des transactions immobilières. 56 l'ont été volés. Et en fait, aujourd'hui, c'est une vraie crainte qu'ont les agents immobiliers. C'est un système d'email. Le hacker envoie un mail pour dire c'est bon, vous pouvez faire votre virement et hop, l'argent est détourné. Et donc finalement, les agents immobiliers se disent la blockchain peut avoir notamment comme
comme opportunité pour nous de nous aider à sécuriser aussi cet aspect transaction. Sécuriser les transactions et renforcer encore une fois la compétence du professionnel, ça ne pas lui enlever des parts de marché, mais au contraire lui donner une visibilité augmentée. Exactement, on imagine que si un acheteur ou un vendeur a l'opportunité de faire une transaction dans la blockchain, il aura probablement besoin de quelqu'un pour lui expliquer avec des mots simples ce que c'est et qu'il n'est pas en train d'acheter du bitcoin ou je ne sais pas. Savoir utiliser les bons outils au bon moment avec les bons intermédiaires surtout. Donc je dirais, on invite la profession à justement se former sur ce sujet et être l'expert aussi. Se former, d'accord, tout à l'heure on en parlait, on peut lire, etc. Est-ce qu'il y a des façons aujourd'hui d'appréhender la blockchain de manière simple, compréhensible, efficace? Nicolas? Sur les façons simples de l'appréhender, non, je pense qu'il n'y en a pas. Il faut se documenter. Il faut essayer, faire comme le disait Godefroy. L'utilisation qu'on voit pour la blockchain, c'est vraiment le renforcement de la confiance. S'il y a un truc qu'il faut qu'on intègre, c'est aussi mon rôle vis-à-vis des notaires, c'est de leur expliquer qu'aujourd'hui ils sont tiers de confiance, passage obligé. Ils vont le rester encore un moment, puisque vérifier effectivement le libre consentement, la loi dit que finalement la mission principale c'est surtout celle-là, au-delà de vérifier l'origine des biens, la justification d'un titre de propriété, c'est d'abord le libre consentement. Mais pour autant, la confiance, il va falloir qu'on apprenne à la répartir en fait. La blockchain, elle est là pour la répartir, chacun a son rôle à jouer sur la blockchain, et toute la clé elle est là, c'est-à-dire qu'il ne peut plus y avoir d'acteurs uniques dans le système bancaire, effectivement, il va falloir qu'ils répartissent la confiance avec d'autres acteurs un peu innovants et qu'ils acceptent de le faire, sinon on le contourne. Bitcoin est là pour le contourner parce qu'il n'a pas partagé la confiance. Donc l'utilisation qu'on en fait nous, et qu'on souhaiterait pouvoir en voir émerger, c'est effectivement la confiance dans la circulation des documents électroniques. Aujourd'hui, un document électronique, il n'y a rien de plus simple que de faire un faux. C'est pour ça que le notaire il continue à demander des monceaux de papier, parce qu'il aime bien voir un petit gris-gris. Ça le rassure, c'est pas forcément plus vrai, mais avec un papier, il peut quand même plus facilement se dire si le papier était gratté, modifié ou autre, ou si la signature est réelle. Et ce qu'on attend de voir émerger, c'est effectivement des blockchains qui vont permettre de certifier l'intégrité d'un document. Demain, un diagnostiqueur d'humanité qui enregistre son diagnostic immobilier sur la blockchain et qui le transmet au notaire, c'est tout bon. Je peux lui faire confiance. Je vais pouvoir vérifier dans la blockchain que le document n'a pas été modifié éventuellement par le vendeur, qui aurait bien aimé avoir un indice A ou B au lieu d'un indice G sur la dépense énergétique de son bien. Donc ça, c'est un des éléments qu'on attend de voir émerger. Ensuite, ce sur quoi on travaille, c'est en quoi ça pourrait nous faciliter la vie à nous aussi, notaires, la blockchain, et toujours dans cette logique de répartition de la confiance. Donc, on travaille en ce moment, et on l'a quasi finalisé, sur un prototype pour les copies exécutoires électroniques. La copie exécutoire, en 2 mots, c'est l'équivalent d'un chèque, c'est ce qui va permettre au créancier de récupérer, de recouvrer sa créance si jamais il y a un défaut de paiement. Donc la copie exécutoire, aujourd'hui, c'est du papier qu'on transmet à la banque, que la banque garde dans un coffre, parce qu'avec ça, vous pouvez aller voir un huissier et faire exécuter le recouvrement de la créance. Ben ça, sous forme électronique, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Un document électronique qui se balade et qui peut servir à aller voir un huissier, vous imaginez que ce serait une catastrophe. Donc la blockchain, elle est parfaite pour ça. La blockchain, je vais enregistrer finalement ma copie exécutoire dessus, puis je vais dire, moi, notaire A, je l'ai transmis à la banque B, et le jour où la banque B va vouloir l'envoyer à un huissier, même chose, il va faire sa transaction dans la blockchain, il va dire ce document dont j'étais détenteur, je le transmets, et il peut être exécuté. Donc on voit qu'on a des cas d'usage pour faire des transactions, ça suppose juste d'accepter de répartir la confiance, et effectivement, de plus se dire qu'on devient le passage obligé. Donc ça transforme les métiers, à coup sûr, et ça vaut effectivement tous les métiers, y compris les métiers d'agent immobilier. Et alors après, la question qu'on peut se poser... Oui, Godefroy, vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à Nicolas ? Peut-être qu'il faudrait introduire un concept important qui est lié à la blockchain, qui est dans les usages, parce que là on a vu cette idée de dire que ça y est, il y avait quelque chose qui était enregistré dedans. La donnée, quand elle est enregistrée dans la blockchain et qu'on lui fait confiance, dans le jargon de la blockchain, on dit qu'elle devient un oracle. Alors, c'est un joli mot, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on lui fait tellement confiance qu'on va pouvoir déclencher une action ou un comportement ou une décision à partir de cette donnée, puisqu'on n'a plus à la remettre en cause. On sait qu'elle est juste, on sait qu'elle est vraie. Et de façon immuable. En plus, avec un système de cryptage qui fait que je peux donner accès à cette information à qui je veux. C'est-à-dire, je peux mettre une clé privée et dire je vais partager l'information avec une clé de cryptage à qui je veux. Et au-dessus de ça, donc, il y a une deuxième couche sur la blockchain dont vous allez entendre parler, qui sont les smart contracts, donc les contrats intelligents. C'est de dire qu'on va mélanger un logiciel et un contrat. Et pour faire ce qui vient d'être décrit, on va générer un code informatique qui va, comme un virus, décentralisé un peu partout dans le monde, partout dans la blockchain, et pourra s'exécuter à partir du moment où on dira, voilà, l'oracle, c'est
Si il y a une problématique sur un bien qui est hypothéqué, alors il faut envoyer une information à la banque. Voilà. Parce que dans le contrat, on a dit la banque doit être informée s'il y a une sûreté ou une hypothèque sur un bien. Là, on ne va plus devoir attendre que quelqu'un fasse une vérification manuelle, pense à le faire, le mettre dans sa to-do list. On va avoir un petit programme informatique qui ne coûte rien et qui lui va lire et puis dire « Ah tiens, sûreté sur ce bien, je vais automatiquement envoyer une adresse qu'on m'a déjà donnée à la banque. Et puis je vais demander un accusé de réception. » Et donc on voit qu'avec les smart contracts, on peut automatiser tout un tas de processus rébarbatifs, à faible valeur ajoutée, et en faisant donc, encore une fois, baisser les coûts, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et d'autre part, garantir qu'on va se mettre à l'abri de l'erreur humaine, du retard, de toutes ces petites choses aussi qui nous pourrissent un peu la vie dans l'exécution des tâches administratives dans l'immobilier. Je vais compléter, du coup, là où c'est intéressant en parlant de répartition de confiance, c'est que ce n'est pas juste un programme dans un coin qui va faire cette vérification et qui va balancer l'ordre, il va falloir que tout le monde soit d'accord, en tout cas que la majorité des programmes qui se causent soient d'accord sur le fait qu'ils ont bien vu la donnée passer, et donc qu'il faut effectivement exécuter l'ordre. Et c'est là où ça devient passionnant, c'est qu'on ne fait plus confiance à un seul tiers qui jusqu'à présent pouvait déclencher un ordre, et du coup s'il était piraté, on a un souci. Là il faut pirater tout le monde si on veut réussir à déclencher un ordre. Alors je ferai un petit commentaire parce que l'assistance va dire qu'on ne voit que des mérites et des qualités à la blockchain. Il faut savoir aussi, c'est que cette transparence, cette immobilité rend aussi le fait que la tricherie est plus difficile. Et que donc en particulier, aujourd'hui, des systèmes de ce type ont été mis en place par exemple dans des supply chains, par exemple des supply chains de produits qui partent de Chine et qui vont aux États-Unis. Et un des problèmes que l'on rencontre, c'est que réellement, ça rend la fraude impossible. Et parfois, les acteurs ne sont pas capables de supporter ce fait que la fraude n'est plus possible et que la transparence est complète. Donc il y a aujourd'hui un des principaux freins dans un certain nombre d'applications, c'est la qualité de transparence. Mise en place de la qualité qui devient un frein finalement. Non mais voilà, ça va obliger aussi aujourd'hui à avoir des règles qui sont théoriquement acceptées par toutes les parties, mais qui seront réellement respectées. Et appliquées. Et donc si vous avez un retard d'1 minute sur la blockchain, vous ne pourrez pas enlever le retard d'1 minute. Voilà. Donc ça c'est, pour vous dire aussi, c'est que c'est L'interprétation du juge, par exemple, c'est un concept qui disparaît. Oui, l'interprétation du contrat. Du coup, là, la négociation entre des avocats sur on fait comment sur l'article 21, ça n'existe plus. C'est tranché de toute façon de manière automatique. C'est exécutif. C'est un peu violent. Donc c'est à la fois, et je maintiens, je pense que nous sommes convaincus que c'est très très pertinent d'avoir cette force de transparence et aussi, comme disait, une transparence partagée, mais aussi ce sont des systèmes qui sont plus exigeants sur le sujet pour vous indiquer que la blockchain a des côtés positifs, mais aussi ça reste positif. Là, on ne peut pas enlever à la blockchain le fait de demander aux gens d'être plus professionnels, plus sérieux, plus rigoureux, plus droits dans tout ce qu'ils font. Oui. Isabelle, et la nature humaine est à la nature humaine. En fait, du coup, j'arrive un peu en retard. Je voulais juste illustrer ce qu'on évoquait sur efficacité, productivité. Il y a une start-up aux États-Unis qui s'appelle Reasi, R-E-A-S-I, qui a réalisé une transaction dans la blockchain. Ce que le fondateur a fait d'intéressant, c'est qu'il a acheté en circuit traditionnel un terrain pour $3 200, obtenu le titre de propriété. Ça lui a pris 15 jours et des frais un peu en dessous de $2 000, des frais de commission, etc. Et il l'a revendu à son frère quelques mois plus tard pour justement avoir un élément de comparaison fixe. Et donc ce terrain a été payé, je crois, dans Ethereum, 3000, voilà, dans ce réseau-là. Pourquoi pas 3000, je n'en sais rien. Et ça a pris 3 jours et ça lui a coûté $19. Lui, il voulait voir si effectivement on pouvait réaliser ce type de transaction et comment, au passage, ça a entraîné une réduction des coûts et une réduction du temps. Et là, on a un réel intéressant. Ça, c'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis. Aux États-Unis, grosso modo, toutes les initiatives ont explosé depuis 2 ans. Il y a eu des transactions qui se sont faites, la première dans le Vermont. Un point, on y reviendra peut-être plus tard pour la France. La cession d'un bien immobilier, c'est ça? Oui, une la transaction cession d'un bien immobilière. dans la blockchain et le fait que le titre de propriété aujourd'hui soit inscrit dans la blockchain, etc. En fait, ça fait 2 ans que ça explose tout simplement parce que les États commencent à légiférer. Le premier a été le Vermont en 2015, mais la plupart des autres États
qui légifèrent, c'est depuis 2016, 17, 18. Et aujourd'hui, il y a 20 États sur 50 qui ont légiféré. Alors après, il y a différents types de lois, mais l'idée générale, c'est de reconnaître la validité d'une transaction ou d'un document qui est dans la blockchain. Donc maintenant que les États y viennent, et probablement les 50 y seront bientôt, effectivement, toutes ces startups peuvent avoir une réalité concrète. C'est assez récent en fait le phénomène de la blockchain, c'est né quand et où exactement? Pour enseigner, c'est quand même, alors même si c'est très différent du Bitcoin, mais c'est quand même le Bitcoin qui a été... donc il semblerait... La première blockchain, c'est le Bitcoin. Il semblerait que la NSA et le président des États-Unis connaissent l'inventeur du Bitcoin. Le fameux Satoshi. Voilà, c'était un surnom, et donc il y a une étude qui a été faite pour vérifier qui il était, comment il était contrôlé, etc. Voilà, donc le fondement de la Bitcoin est mystérieux. Donc on ne sait pas réellement le nom de la personne qui est. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. On fait les 10 ans du Bitcoin. Et les premières blockchains, c'était des blockchains qui étaient des blockchains publiques fondées sur la création de crypto-monnaies. La deuxième plus large blockchain publique, c'est l'Ethereum, donc le nom de code c'est ETH. Et après, génération après génération, il y a des blockchains publiques qui arrivent en essayant d'améliorer la technologie avec des enjeux environnementaux, puisque les systèmes de preuve et de confiance généraient sur les premières blockchains, notamment le Bitcoin, énormément de calculs informatiques. Et donc, il y a un enjeu de consommation électrique. Alors, heureusement, la plupart des mineurs sont en Kamtchatka en Russie, où l'énergie hydraulique est gratuite, ou au fin fond de la Chine, dans des endroits où il y a des centrales nucléaires qui ne servent à rien, ou en Islande. Donc, il faut se rassurer, le minage sur la blockchain aujourd'hui brûle 100 fois moins de carbone que les compagnies aériennes, mais ça leur fait du bien aux compagnies aériennes de dire dans les journaux que la pollution et les problèmes d'environnement sont liés à la blockchain. Alors, et donc cette blockchain, elle avait une autre problématique aussi, c'est qu'elle avait au départ des mécanismes de confiance extrêmement compliqués, qui faisaient qu'on pouvait écrire des toutes petites transactions et pas beaucoup. Et donc pour en faire un usage industriel, compliqué. Aujourd'hui, pour écrire un bloc de Bitcoin, il faut compter plusieurs heures et ça coûte cher et on met pas beaucoup de données. Donc l'Ethereum c'est un peu plus flexible et puis il y a des nouvelles blockchains qui arrivent pour adresser des problématiques des marchés. Donc on est vraiment dans une logique d'émergence, on est à peu près au même niveau de maturité que le web entre 94, 95, 96, c'est-à-dire à l'époque, je ne sais pas si ceux qui dans la salle ont connu cette époque, comment étaient les sites web, on naviguait avec un modem de 56 kilooctets, on mettait 20 secondes avant une page sur Yahoo. Bon, on est à peu près à la même état, mais ça va très vite après. Donc il y a de plus en plus d'ingénieurs et de développeurs qui travaillent pour améliorer les choses. Donc il ne faut pas s'arrêter à ces freins-là. On sait que ça va aller très vite et qu'il y a des améliorations substantielles qui vont venir. L'immobilier n'est pas le plus pénalisé parce que les transactions dans l'immobilier, c'est des fichiers qui généralement sont petits. Je ne sais pas combien pèse en PDF un PV d'AG, mais c'est quoi, 8-10 kilooctets ou 20 kilooctets. Donc voilà, par rapport à d'autres industries où il y a par exemple l'entertainment, aujourd'hui ils sont embêtés parce que les vidéos, la musique, etc., c'est des fichiers lourds, donc ils ont du mal à écrire dans la blockchain. L'immobilier n'est pas entravé par ce frein. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'Europe est quand même techniquement bien placée dans cette... c'est bien de le rappeler parce qu'on voilà. On est en retard, on n'est pas... Avec en particulier la place de Paris, la place de Berlin, qui techniquement est un petit peu plus avancée que la place de Paris, et la place de Londres un peu plus en financement. Ça reste le Bangladesh par rapport à la Chine, l'Asie, etc. Voilà. 80% de la fortune cryptographique est détenue en Asie. Oui. Il y a eu 2600 ICO, il y en a eu 11 en France. Oui. On parlait de la technique. Oui, on a des très bons ingénieurs, ils sont courtisés par le monde entier, mais on n'a pas créé un écosystème. Non. Après aussi, la place, donc les lois, la future loi Pacte devrait commencer à aider à avoir aussi un cadre juridique, parce qu'il y a besoin aussi d'avoir un cadre juridique pour traiter ces transactions. Et donc la future loi Pacte traite en partie ces questions. La Banque de France a travaillé sur ces questions. L'Assemblée nationale ça prend du temps, il faut réunir tout le monde, il faut tous ces décideurs. A priori... La loi Pacte, l'élément qui autorise
l'émission de jetons cryptographiques qui a été votée la semaine dernière. Bon, il y aura encore une navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale, donc le vote final devra intervenir dans 5 à 6 semaines. Et après, il faudra que le ministère, que Bercy, produise des décrets pour donner des nouveaux rôles à l'AMF, à la Banque de France, etc. Il y a un exemple très proche de nous qui illustre bien comment les pays avancent à différentes vitesses. Je ne connais pas assez bien ce qui se passe en France avec la blockchain. Je ne pense pas que d'un point de vue technologique, la France soit en retard. Le sujet, il est bien la mise en application. On évoquait tout à l'heure les États. Du point de vue des États-Unis, moi j'ai lu, on se questionne sur la GDPR. C'est-à-dire qu'une loi européenne qui autorise un individu à demander la modification ou la rétractation de données personnelles, ça questionne côté US sur la blockchain une fois qu'on a mis des informations qui sont censées être immuables. Donc technologiquement, il n'y a pas de retard, c'est un sujet récent que tout le monde a embarqué en même temps, mais ce qu'on voit là aux États-Unis, c'est que l'application devient réelle, ça commence à prendre, et plus les lois suivront et le cadre sera mis, plus il sera facile d'adopter des... Et plus ça va vite en fait, parce que plus ça commence à prendre, plus ça va vite, parce que là on a une vision sur les 10 dernières années, mais après on peut penser que dans les 3 prochaines années on aura une augmentation de tout ça de manière plus efficace. Justement, si on doit parler vision à court ou moyen terme, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme délai par rapport à l'application, la mise en application de tout ça? Ce qui se passe déjà, c'est que on a dit donc qu'il y a eu pas loin de 3000 projets entrepreneuriaux qui ont été financés à hauteur d'une vingtaine de milliards de dollars ces 2 dernières années. Tous ces projets, il faut leur laisser 1 ou 2 ans pour qu'ils fassent leurs produits, qu'ils le mettent en marché et qu'ils soient testés. Bon. Donc là, on va avoir les premiers, les ICO, les Initial Coin Offering, les premiers projets financés en 2016, les premières technologies arrivent maintenant. Donc c'est vraiment extrêmement frais. Donc il va falloir sans doute encore 2 ou 3 ans. Après, il y a les grandes entreprises qui elles-mêmes s'y mettent. Les grandes sociétés de conseil, les Accenture, Deloitte et autres, ont toutes créé aujourd'hui des practices, APR100, c'est les premiers bien sûr, des practices blockchain. On est vraiment un moustique. Hein. Ouais. Donc avec des consultants qui savent faire et donc qui sont capables d'aller aider des grandes sociétés à faire des applications. Par exemple, vous avez AXA en France qui a sorti une application qui est géniale, qui, avec un smart contract, fait que vous pouvez assurer le remboursement de votre billet d'avion, le remboursement partiel en cas de retard. Et là, c'est automatique. C'est un bon exemple de fonctionnement automatique. Ils ont fait un système blockchain qui va interroger les données et prendre les données des arrivées exactes des vols. Ils la mettent dans la blockchain et là, il y a un smart contract qui dit si vous avez souscrit cette assurance, c'est une application mobile, hein, si votre avion devait atterrir à 20h, il a atterri à 21h, c'est pas contestable, c'est le smart contract qui va immédiatement prélever l'argent de chez AXA et la virer sur votre compte en banque pour vous rembourser votre billet d'avion. Donc ça, on a des exemples, il y a BNP Paribas qui a des projets en gestation. Donc ça, c'est des projets qui vont commencer à arriver aussi l'année prochaine et l'année d'après, parce que vous savez le cycle de développement de ces projets. Donc je pense qu'on va commencer à voir des choses dans notre vie quotidienne de façon assez massive, plutôt en 2020. Et après, il y aura l'accélération, et je pense qu'il va falloir encore attendre 5 à 7 ans pour que ça devienne... Si on reprend l'exemple du web, souvenez-vous, hein, le web, Tim Berners-Lee l'a inventé en 1994, le boom, la bulle Internet, c'était 99-2000, et en 2000, on pensait que c'était fini, et Amazon commence à être une grande entreprise en 2004, Google rentre en bourse en 2002, voilà, donc il a fallu, vous voyez, Facebook émerge, donc il a fallu une dizaine d'années, entre 1995 et 2015, pour que ça devienne mature. Et il va se passer la même chose. Isabelle ? Oui, j'aurais voulu souhaiter donner 1 ou 2 autres exemples de ce qui se passe aux États-Unis pour montrer que le quotidien et l'aspect concret. Il y a une start-up qui s'appelle Rentberry, qui, comme son nom l'indique, est sur le marché de la location. C'est une marketplace. Ils ont fait leur ICO. Vous achetez des berries, des framboises. Et en fait, leur propos, c'est de dire on va mettre en relation propriétaires et locataires, les aider à gérer la négociation sur le loyer. C'est un marché très dynamique. Les contrats de location aux États-Unis, ça dure 1 an, voire au moins le mois. Donc, un marché dynamique où il y a beaucoup d'échanges, où il peut y avoir une défiance, où on peut vouloir négocier un prix. Donc là, la blockchain trouve tout son sens sur ces aspects où on a vu de transparence ou de sécurité. Et puis la vision qu'ils ont même à moyen et long terme, c'est que quand vous êtes membre de cette plateforme, une fois le contrat de location signé, vous pourriez même payer vos loyers en berries avec cette sécurité, parce qu'au lieu d'envoyer votre chèque ou un virement, ce sont les berries
dans leur univers à eux qui payent le loyer. Et un autre exemple de marketplace, où là on s'adresse plus aux professionnels, une société qui s'appelle Imbrex, qui était en fait, si j'ai bien compris, un peu plus comme un MLS, collecter les listings d'annonces des professionnels pour ensuite les diffuser auprès de l'audience. Leur propos, c'est de dire, grâce à la blockchain, les professionnels gardent la main et le contrôle sur leurs data. Et d'ailleurs, de manière générale, la blockchain questionne l'avenir des MLS et comment les MLS pourraient eux-mêmes l'adopter. L'idée, c'est que quand vous êtes un broker et que vous collectez des mandats exclusifs, et on va rappeler que ce sont des mandats exclusifs dans le cadre du MLS. Mandats exclusifs partagés, vous le mettez dans votre MLS parce que tout le monde est membre d'un MLS local. Et à partir de là, en fait, vous n'avez plus la main sur votre listing. Souvent, ça va être le MLS qui choisit des partenariats de diffusion. Vous n'achetez pas de la visibilité en ligne. Votre annonce, elle est de toute façon en ligne. Vous pouvez taper mon adresse, ma maison est en ligne, elle n'est pas à vendre. Il y a cette transparence-là déjà aux États-Unis. Et du coup, une fois que le broker a signé son contrat, il perd la main dessus. Sauf qu'il y a toute cette question quand même qui est de savoir aujourd'hui qui devrait posséder cette data. Et au départ, c'est quand même l'agent immobilier qui crée cette petite annonce. Et la blockchain, quelque part, leur redonnerait du contrôle, en ce sens où une fois qu'elle est dans un MLS ou dans une marketplace blockchain, comme elle est décentralisée et partagée, il n'y a pas un intervenant qui pourrait prendre la main de manière monopolistique aux États-Unis ou en France ou ailleurs, et d'avoir ces annonces et de réutiliser cette data, la commercialiser, etc., sans que d'autres membres participant à ce réseau ne soient au courant. Alors on va déjà apprendre en France à travailler davantage en mandat exclusif pour conserver la donnée. Pour terminer le débat, Nicolas, vous souhaitiez rajouter... Je rejoins ce qui a été dit sur le temps, que on se l'approprie et qu'on voit vraiment des applications de plus en plus concrètes. Je pense que ce qui fait peur à l'État aujourd'hui, très clairement, c'est qu'il aime bien dire le droit et tout écrit en noir sur blanc. Et là, avec la blockchain, ce qui se passe, c'est des acteurs qui sont en train d'émerger, qui de fait, quand on parle de Beris, de Hub ou d'autres crypto-monnaies, sont en train de recréer des systèmes fiduciaires parallèles. Et ça, l'État n'aime pas du tout, parce qu'il aime bien prélever sa dîme au passage. Et donc voir un système qui va créer de la valeur et qui va permettre de l'échange monétaire, mais pas de l'échange monétaire habituel, ça l'ennuie profondément. Donc on attendait nous aussi côté notariat avec impatience le décret d'application qui devait permettre de faire de l'échange de titres non cotés sur des blockchains. Ce décret n'est toujours pas sorti. L'ordonnance, elle date maintenant de 2016, décembre 2016 je crois. Toujours pas sorti. Et toujours pas sorti parce que l'État ne sait pas comment définir finalement une blockchain, ne sait pas comment accréditer des acteurs, parce que ça revient toujours à ça, tout est réglementé dans notre pays, bien placé pour le savoir en bossant pour les notaires, et du coup on fait comment, qui a le droit demain de faire de la blockchain et d'intervenir et de créer de la crypto-monnaie. Et ça, il va bien falloir effectivement que l'on se penche sur le sujet et qu'on arrive à définir un cadre. Donc je pense que les 10 à 15 ans ne seront pas trop malheureusement. En douceur mais sûrement, Godefroy. Non, je pense que ça soulève la question du choc entre les souverainetés nationales et ce qu'on appelle la juridiction de l'Internet, où à l'heure du numérique, où tout est globalisé, instantané, et donc la notion d'espace et de temps casse toutes les barrières existantes. Effectivement, c'est tous les jours de nouvelles problématiques pour les régulateurs, et on voit bien que l'échelon national, encore une fois sur ce sujet-là, n'est pas le bon échelon et ne fonctionne pas. Et donc il y a déjà une compétition aujourd'hui, il faut bien s'en rendre compte, inter-État sur les opportunités liées à la blockchain. Nous, par exemple, pour notre Initial Coin Offering, nos banques françaises, enfin l'une est une filiale d'une banque anglaise, donc nos banques Société Générale et HSBC, nous ont refusé d'utiliser nos comptes de société pour recueillir les fonds de notre émission de jetons cryptographiques, sous la justification d'une opposition de l'autorité bancaire européenne. Et pourtant, dans le même temps, on a ouvert un compte en banque dans une banque lituanienne qui est sous la même autorité. Et des petits États, la Hongrie, la Lituanie, l'Estonie, Chypre, Malte, etc., je ne vais pas faire la liste, qui sont dans l'Union européenne, l'Union des 28, elles profitent de cette opportunité pour prendre des parts de marché et, encore une fois, attaquer nos positions économiques. Donc il y a bien ce chiasme où il va falloir effectivement qu'on s'adapte, parce qu'on est dans une compétition à l'intérieur de l'Europe et une compétition globale. Nous, aujourd'hui, on fait une ICO française, donc on se met dans une juridiction française, une société française. On s'applique à l'avance les préconisations de la loi Pacte,
Mais les investisseurs chinois nous disent on n'a pas trop envie d'investir parce que chez vous, il y a la TVA et l'impôt sur les sociétés et vous êtes la ICO la plus taxée du monde. Donc on voit bien que c'est un problème beaucoup plus vaste au niveau réglementaire qu'il va falloir gérer, mais vite.